La violence est quelque chose d'intrinsèque au fascisme. Les violences et le fascisme vont main dans la main. Il n'y aurait pas fascisme sans violence. C'est pas un épiphénomène. Ça fait partie du fascisme, pas seulement de son idéologie, mais de sa pratique. Il y a un réseau de résistance qui se cache. Il faut savoir qu'ils étaient très persécutés. L'ennemi principal, c'était vraiment l'antifasciste. Il est contre les antifascistes. Donc, il y a la police fasciste qui est mise en place, l'OVRA qui est mise en place, et qui a comme but d'aller chercher les antifascistes, et le tribunal spécial fasciste donne des peines très sévères aux antifascistes. Cas exemplaire, Antonio Gramsci, antifasciste, qui passe une bonne partie de sa vie en prison. Donc, il y a bien sûr une résistance qui s'organise à l'intérieur de l'Italie, qui distribue des tracts, même depuis les confines, donc depuis l'exil interne à l'Italie, il y a des gens qui écrivent, mais tout cela reste bien sûr dans l'illégalité. Il y a 3 moments différents d'opposition, de résistance antifasciste, on l'appelait pas encore comme ça, mais de résistance au fascisme en Italie. On peut vraiment, c'est assez facile à voir en lisant l'histoire, 3 moments différents. Donc avant les leggi fascistissime, avant 1925-1926, avant l'État totalitaire, il y a des résistances qui s'organisent, une résistance violente. 1919, 1920, 1921, les mouvements fascistes deviennent violents. Contre qui? Contre les socialistes, contre les syndicats. Donc en fait, en Italie, ces années-là, des historiens ont parlé des 2 ans noirs, les biennio nero, pour les mettre en opposition avec les 2 ans rouges. D'autres historiens parlent d'une vraie guerre civile en Italie à ce moment-là, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'actions violentes qui ont lieu entre les socialistes et les communistes, les prochains communistes. Les partis communistes nés aussi autour de ces années-là, en 1921. Donc, entre les socialistes et les fascistes, pour les dire de manière simple. Giacomo Matteotti, à un moment, il écrit un compte-rendu de tous les épisodes violents qui ont lieu en ces années-là. Et en fait, si on va lire ces documents, on voit qu'il y a des épisodes de violence presque quotidiens à ce moment-là. Donc, ce sont souvent des fascistes qui vont attaquer des maisons du peuple, les sièges des journaux socialistes, par exemple les sièges de l'Avanti, mais aussi des fascistes qui s'en prennent des socialistes dans la rue parce que, je sais pas, pendant que les fascistes passaient, les messieurs socialistes, ils n'ont pas ôté son chapeau pour des raisons aussi très futiles. Les socialistes répondent. Les socialistes aussi exercent beaucoup de violence, en fait, contre les fascistes. Moi, je suis assez d'accord avec l'idée de la guerre civile entre des factions à ce moment-là en Italie, parce que effectivement, il y a une violence continuelle. Il y a un groupe qui s'appelle gli Arditi del Popolo, que c'est un groupe formé par des socialistes, des anarchistes, des syndicalistes, qui exercent justement des actes de résistance contre le fascisme et des violences contre les fascistes. Ils arrivent même à faire face à des escouades d'action dans une révolte en 1922 qui a lieu dans la ville de Parme. C'est un des derniers épisodes de résistance en fait armée avant l'événement de l'État totalitaire. Donc, gli Arditi del Popolo, c'est un groupe qui n'arrive jamais à vraiment prendre beaucoup d'ampleur, mais qui a bel et bien existé et ses actions sont restées quand même dans les annales de l'histoire de l'antifascisme italien. Il y a aussi d'autres épisodes. Il y a un épisode qui est très important pour l'histoire italienne. On en parle aussi dans la mémoire de l'antifascisme, on en parle beaucoup. On les appelle en Italie les faits de Sarzana. Sarzana, c'est une ville qui se trouve en Ligurie. On raconte en fait que des escouades d'action doivent arriver dans la ville de Sarzana et en fait, ils se trouvent face aux gendarmes et aux gardes des rois qui décident qu'ils veulent pas faire rentrer en fait ces escouades d'action dans la ville de Sarzana. Il y a donc des combats, une bataille entre ces deux factions et c'est là que aussi les groupements de gauche commencent à rentrer dans la bataille et finalement il y a
beaucoup de morts, et il y a cet épisode de résistance d'une ville qui ne veut pas que les escouades entrent dans la ville. Là, ce sont en fait les épisodes de Parme et l'effet de Sardana, ce sont les deux épisodes les plus éclatants de résistance au fascisme, mais il y a aussi beaucoup d'épisodes plus petits, plus pointus, plus capillaires, qui ont lieu dans une bonne partie de la péninsule, surtout dans les centres nord, parce qu'on les rappelle, en Italie, l'histoire du fascisme, l'histoire du socialisme, en ces années-là, c'est encore une histoire du centre-nord. Il y a bien sûr beaucoup de choses qui se passent aussi au sud, mais la dynamique est une dynamique du centre et du nord de l'Italie. Il suffit de penser que Mussolini est de l'Emilia-Romagna et Turati est la ville de Parme. Beaucoup viennent de là-bas, même si il y a des gens de Pouille, de Naples, etc. Pendant les années de la dictature, c'est un peu plus difficile d'exercer la résistance, on ne peut pas. La résistance clandestine devient une résistance beaucoup plus calme pendant les presque 20 ans du fascisme. Beaucoup de socialistes s'exilent et ensuite il y a une bonne partie des antifascistes qui se trouvent à l'étranger. Donc il y en a beaucoup en France, mais il y en a vraiment beaucoup en France, énormément. En Suisse, il y en a qui se réfugient dans la Russie soviétique, il y en a en Espagne et on les retrouve justement dans les brigades internationales lors de la guerre d'Espagne. À l'étranger, ils cherchent à organiser des réseaux antifascistes, c'est notamment le cas de Carlo Rosselli et aussi de son frère Nello Rosselli, qui avec d'autres personnalités très connues, représentant surtout du socialisme italien, fondent en fait un mouvement qui s'appelle Justice et Liberté, qui est un mouvement antifasciste qui cherche à s'opposer par les idées, par une organisation politique, en fait, à ce qui se passe en Italie. La bataille se déplace tellement hors de l'Italie aussi qu'il faut penser qu'il y a des meurtres fascistes contre des antifascistes qui ont lieu aussi dans des pays qui ne sont pas l'Italie, notamment en France. Carlo Rosselli est tué par des fascistes en France et son frère Nello également. Et il y a aussi des fascistes qui sont tués par des antifascistes hors d'Italie. Donc, les combats se déplacent aussi. En ce qui concerne ces moments du totalitarisme dans les frontières italiennes, les partis communistes, il est bien entendu clandestin à ce moment-là et cherchent quand même toujours à tisser des liens et à organiser une résistance interne. Il y a des exemples célèbres comme celui d'Antonio Gramsci. Il y a beaucoup d'intellectuels antifascistes italiens qui sont en Italie, qui sont envoyés au confino, donc à l'exil interne. C'était une pratique que les régimes fascistes utilisaient beaucoup. Donc, envoyer ces intellectuels antifascistes dans des endroits très éloignés, dans des îles de la Méditerranée, par exemple. C'est un exil, mais en fait, ça restait en Italie. Créé à l'initiative du Parti communiste, du Parti socialiste et des groupes Justice et Liberté, un comité d'action du peuple italien voit le jour à Grenoble fin 1942. Le premier numéro de son journal Ronéotypé est diffusé dans la garnison grenobloise en décembre 1942. Citons-les. Il fait appel à l'union de tous les Italiens sans distinction de foi politique ou religieuse pour la paix séparée immédiate, pour reconquérir la patrie, la liberté et l'indépendance contre l'oppresseur hitléro-mussolinien. Fin de citation. Sa thèse principale est que les défaites essuyées en URSS et en Afrique du Nord exigent que l'Italie se dégage de l'emprise du régime fasciste qui l'a conduit à sa perte. À partir du 8 septembre 1943, les partisans s'organisent en brigades, des brigades de réseaux qui sont de toutes couleurs politiques. Il y a les réseaux partisans socialistes, communistes, catholiques, libéraux. Le Récit national italien a voulu peindre les partisans comme des communistes, mais en fait, il y avait beaucoup de communistes, mais il n'y avait pas que les communistes. Donc, les réseaux partisans s'organisent après 1943, donc après l'occupation naziste de l'Italie du centre-nord.
Et il y a tout un réseau de résistance civile qui part à l'aide des brigades partisanes. Il y a toute une série d'actions partisanes violentes contre les nazis-fascistes, parce qu'à ce moment-là, on parle des nazis-fascistes en Italie, parce que l'Italie est en partie occupée par les nazis qui instaure la République sociale italienne, qui a à sa tête Mussolini, mais qu'en ce moment-là n'est qu'un fantoche entre les mains des nazis. Et ces moments de lutte entre les nazis-fascistes et les partisans, c'est un autre moment qui est considéré par les historiens comme une guerre civile, un moment de guerre civile en Italie, tellement le phénomène est répandu. Donc, une violence par les deux côtés, avec quand même une différence qu'il faut reconnaître. Les partisans, quand ils doivent tuer les hiérarques fascistes ou les nazis. Les nazis-fascistes, les nazis et les nazis-fascistes à partir de 43, surtout en 44-45, accomplissent des vrais massacres en Italie. Il y a des vrais massacres, des exactions, des massacres qui ont lieu en Italie en ces années-là. Un des plus connus est le massacre de Marzabotto ou encore le massacre de Sant'Anna de Stazzema. Il s'agit de petits villages dont les Apennins, l'un est plutôt vers l'Émilie-Romagne, l'autre est plutôt vers la Toscane, mais ils sont dans les Apennins entre les deux régions. Où en fait des civils, en représailles d'actions partisanes, des civils sont tués de manière atroce. Dans l'un des deux cas, les civils sont renfermés dans une église et l'église est brûlée par les nazis qui les font en représailles contre les partisans. Ce qui rend aussi pas tout à fait facile de retourner à un état pacifié après 1945. Mais c'est par cette action commune entre les partisans et les civils qui aident les partisans, en plus que les Américains, que l'Italie se libère en avril 1945. L'Organisation internationale du travail va être confrontée à la montée de régimes qui sont antagonistes avec son propre fonctionnement. À partir du moment où on a des régimes politiques dans lesquels la liberté syndicale est menacée ou même supprimée, il ne peut pas y avoir véritablement de tripartisme, c'est-à-dire de représentation des trois groupes, puisque dans l'Allemagne nazie, donc, avec le Front du travail, dans le Front du travail, il y a les travailleurs et les employeurs qui sont ensemble, avec l'idée qu'il ne peut pas y avoir de différenciation de classe dans un État fasciste, dans un État est. Alors, pour l'Italie fasciste, pendant assez longtemps, en fait, on a maintenu la fiction d'un syndicalisme ouvrier indépendant, même ils n'étaient pas regroupés, en fait. Donc, il pouvait y avoir des représentations syndicales, même si ce syndicat des travailleurs n'étaient pas véritablement indépendants de l'État. Mais en tout cas, c'était pas comme dans le syndicalisme allemand, enfin dans le Front du travail, où on avait vraiment un syndicalisme obligatoire dans lequel on trouvait le patron et les ouvriers ensemble. Dans le syndicalisme italien, ça a été beaucoup plus lent, en fait, la mise en place du fascisme italien que ça n'a été dans le cas du nazisme, où c'est allé très très vite. En 6 mois, c'était terminé. Il y avait plus de syndicats, puisqu'ils prennent le pouvoir en janvier, et le 1er mai, déjà, le syndicalisme est décimé et ils doivent rejoindre le Front du travail. Avec le fascisme, ça a été beaucoup plus lent. Et puis, d'une certaine manière, cette idée corporatiste fasciste, vue de loin comme ça, ça pouvait faire penser au tripartisme de l'OIT, d'une certaine manière, c'est-à-dire un contexte dans lequel on allait créer les conditions d'une harmonie sociale par le dialogue. En réalité, c'est pas ça qu'il y avait dans le fascisme. Les boucs émissaires des fascistes, c'est les gauches. Tous les autres sont bienvenus à l'intérieur du système fasciste. Il faut penser que c'était un moment où les sociétés ont très peur d'une prise de pouvoir par des forces de gauche. Il y a eu la révolution russe en Russie. Il y a, en ces mêmes années-là, les révolutions en Allemagne. C'est un moment où on a peur dans beaucoup de pays que les forces de gauche, les forces socialistes ou communistes prennent le pouvoir. Donc, bien sûr, le fait qu'il y ait un mouvement politique
qui entrent en contraste avec ces forces-là et qui arrivent en fait à les maîtriser de quelque manière, parce que la violence continue, est quelque chose qui plaît beaucoup à la bourgeoisie. C'est pour cette raison que ce sont les bourgeois, la moyenne bourgeoisie, la haute bourgeoisie aussi, qui appuient les mouvements de Mussolini et qui sont très contents, bien sûr, que déjà que les 2 ans rouges s'arrêtent. Très content qu'il y a des forces politiques qui font que les ondées de grève et d'occupation s'arrêtent. Quello che vi ha detto poco fa il senatore Ielli è sacrosantemente vero. Io mi preoccupo tutti i giorni, dalla mattina alla sera, lavorando senza contare le ore di lavoro, mi preoccupo di dare il massimo lavoro possibile a tutti gli operai italiani. D'une certaine façon, il y a un point de convergence. Alors c'est politiquement incorrect, mais il y a un point de convergence entre l'idéologie corporatiste italienne et un certain corporatisme qui a présidé à la création de l'OIT. C'est-à-dire, c'est l'idée de donner le pouvoir, un pouvoir politique aux représentants du travail ou aux représentants de la production. Alors, on sait comment ça tourne dans les pays fascistes, ou pendant Vichy, en France. C'est-à-dire que ce pouvoir aux représentants du travail ou de la production, finalement, c'est un laisser-faire complet pour les patrons et museler les syndicats ouvriers, voilà. Et donc, la corporation a ses limites dans ce pouvoir des professionnels, finalement. Mais il y a une idée commune, voilà. Et cette idée commune fait que Albert Thomas, directeur du BIT jusqu'à 1932, cherche toujours à négocier avec Mussolini et avec les Italiens au pouvoir. Il fait plusieurs voyages où il se rend en Italie et où il est reçu par Mussolini. Et évidemment, ça lui est énormément reproché par ses amis socialistes, par les syndicalistes, et parce que les syndicats italiens, qui ne sont pas fascistes, sont muselés, les gens sont déportés dans les îles, etc. Enfin bon. Et en revanche, l'Italie fasciste envoie une délégation syndicale, mais syndicat maison, quoi, syndicat corporatiste. Alors la question des liens entre l'Italie fasciste et l'Organisation internationale du travail, c'est une question qui est assez complexe en réalité. L'Italie fasciste se trouve relativement marginalisée sur le plan des relations internationales. Et donc, les historiens qui se sont penchés sur cette question ont montré comment, l'Italie fasciste va essayer de se servir justement de la diplomatie du travail et de l'OIT pour retrouver une forme finalement de notoriété politique en passant par cette voie détournée d'une certaine manière qu'est l'OIT. Et il y a aussi une particularité qui est très importante dans l'organisation sociale mise en place par le fascisme, c'est cette idée du corporatisme que prône le régime fasciste. Donc ce corporatisme, c'est... Alors, dans la propagande officielle du régime fasciste, c'est présenté comme le moyen de mettre en œuvre une harmonie entre les travailleurs et le patronat. On sait très bien sûr, que le corporatisme fasciste a donné lieu à la répression de toutes les formes de liberté syndicale et en fait a permis à un contrôle accru du patronat sur la classe ouvrière italienne. Mais la propagande fasciste réussit effectivement à présenter son modèle corporatiste comme un modèle de relations sociales modernisé, de rapports harmonieux entre les classes sociales. Et d'un certain point de vue, ce modèle de dialogue social, d'une certaine manière, d'harmonie entre les classes, il n'est pas si éloigné du modèle que prône l'OIT. Ce qui fait qu'effectivement, l'OIT s'intéresse grandement à l'Italie fasciste dans l'entre-deux-guerres. Albert Thomas lui-même a une relation assez ambiguë, en fait, au corporatisme fasciste, et il se rend de nombreuses reprises en Italie, notamment en 1928, et il se rend même au congrès des corporations fascistes, donc ces syndicats obligatoires qui ont remplacé les syndicats libres, notamment à partir de l'adoption de la Charte du travail de 1927. Donc il y a cette relation ambiguë entre le corporatisme fasciste qui se présente comme un modèle d'harmonie, un modèle de modernisation des relations sociales,
Et donc, effectivement, si vous regardez les ratifications des conventions internationales par les différents pays, en 1932, l'Italie a ratifié 16 conventions internationales du travail, donc c'est l'un des pays européens qui a ratifié le plus de conventions. Néanmoins, les relations entre l'OIT et l'Italie fasciste vont se tendre progressivement. Elles vont notamment se tendre autour de cette question cruciale du délégué ouvrier. À partir de 1923, les fascistes envoient un délégué, un certain Rossoni, délégué ouvrier. Or, bien sûr, celui-ci est nommé par un accord main dans la main par le gouvernement et par le patronat. Et donc, le comité qui est en charge de valider ces délégués, ce comité d'ailleurs, il est dirigé par le syndicaliste français Léon Jouot, eh bien, va invalider systématiquement le mandat de ce délégué. Ça ne donne rien puisque le consortium des intérêts est trop fort et donc Rossoni est systématiquement le délégué ouvrier aux conférences internationales du travail, mais les ouvriers, le groupe ouvrier à l'OIT conteste la validité de ce mandat et il le voit bien sûr comme un cheval de Troie du fascisme dans l'organisation. Donc il y a cette relation ambiguë en fait entre l'OIT et l'Italie. La première opposition du mouvement ouvrier au fascisme à Genève s'est manifestée en 1923 lorsque la Confédération générale du travail a contesté la représentativité de Rossoni, secrétaire des corporations italiennes, en s'appuyant sur le fait que ces syndicats n'étaient pas ouvriers mais mixtes et qu'ils contrevenaient ainsi au statut de l'organisation internationale. La CGT s'interdisait d'utiliser la tribune de Genève pour dénoncer les méthodes employées par le fascisme en Italie afin de ne pas s'exposer à l'accusation de politisation du débat. Une bataille de procédure s'ensuivit, au cours de laquelle Léon Jouot s'efforça vainement de convaincre la conférence d'invalider le mandat des représentants fascistes, tandis que ces derniers protestaient en soutenant l'incompétence de l'organisation internationale à trancher sur un point de législation interne à leur pays. Cet affrontement juridique, qui va se renouveler durant plusieurs années, n'aurait en soi que peu d'intérêt s'il n'avait été l'occasion pour les protagonistes d'élargir le débat. En 1923, Rossoni résuma assez bien la position fasciste en déclarant à Jouot que s'il souhaitait la lutte des classes, il s'était trompé de direction et aurait dû se rendre à Moscou plutôt qu'à Genève. Quant au secrétaire général de la CGT française, il protestera régulièrement, mais toujours en vain, contre la présence des représentants du syndicalisme fasciste et après 1924, situera ses interventions au niveau des violences et des dommages subis par les ouvriers italiens. Toutefois, en 1925, la position défendue par les minoritaires fut renforcée par le concours actif de plusieurs organisations syndicales italiennes antifascistes. L'une d'entre elles, l'Union italienne du travail, s'efforça d'obtenir l'invalidation de la délégation fasciste en dénonçant, dans son recours, l'absence de toute liberté syndicale dans le pays. Quant à la CGT, elle voulut prouver la faible audience des corporations au moyen de la grève qui, en mars 1925, toucha 80% des métallurgistes de Lombardie, en dépit des consignes des organisations fascistes. En 1927, les fascismes adoptent la charte du travail. La charte du travail de 1927 interdit les grèves, interdit les lockouts et fonde un État basé sur le corporatisme. L'État fasciste ne prévoit pas de lutte. C'est un État où il n'y a pas de lutte des classes. C'est un État où la conflictualité sociale est apaisée. Alors là, c'est l'autre différence fondamentale avec le socialisme qui voit dans une dialectique entre les classes sociales une manière pour avancer, pour obtenir de nouvelles avancées économiques et sociales. Donc en fait, le fait que l'État fasciste soit un État corporatiste, c'est l'antisocialisme. L'État corporativiste ne prend pas en considération la lutte des classes, ne prend pas en considération le fait que la classe sociale soit un sujet autonome. Et elle est à l'intérieur de la corporation. Donc le fascisme se base sur la négation du conflit social, à la base du socialisme, et il est autoritaire, il est hiérarchique, il n'est pas du tout universel comme une idéologie socialiste le voudrait.
On ne peut pas dire que l'OIT s'est accommodé avec facilité ou même aurait favorisé ces régimes fascistes ou fascisants en disant qu'ils les ont labellisés en quelque sorte. Ce serait vraiment faire fausse route dans l'analyse. Simplement, l'OIT essaie de maintenir le plus loin possible les relations diplomatiques. Pour le travail, la critique la plus réelle qu'on peut éventuellement émettre, c'est de dire que certains de ces pays fascistes, alors donc l'Italie, l'Espagne et le Portugal, par exemple, les quelques études qui existent, par exemple sur le Portugal, ou sur l'Espagne franquiste et les relations avec l'OIT, montrent que quelques lois dans les pays concernés sont liées à une convention qui a été votée à Genève. En revanche, ça n'empêche nullement les régimes d'enfermer, de déporter les syndicalistes et de ne pas respecter la législation du travail qui forme un peu un socle de valeurs pour l'OIT. Parce que l'OIT n'éjecte pas les gens, n'éjecte pas les pays. En revanche, ils peuvent être appelés à l'ordre pour dire il faut que vos délégations soient tripartites. Mais dans ce cas-là, les régimes en question s'organisent toujours pour trouver des représentants des salariés. Donc c'est pas ça le problème finalement. De toute façon, toute l'Organisation internationale du travail a pour mission d'accompagner le système politique, économique mondial, c'est-à-dire le capitalisme, et de le réguler, de réguler la question du travail. Alors, on pourrait penser à la fois pour préserver la main-d'œuvre, pour le travail, mais aussi pour elle-même. L'objectif concernant les hommes au travail, c'est bien sûr la conservation de leur force productive. Et on arrive aussi, alors de façon un peu idéaliste, à la notion de bien-être au travail. Et il y a aussi cette idée, chez les pionniers de cette Organisation internationale du travail, de façonner un homme nouveau, qui tirerait son salaire de son travail, mais qui n'y perdrait pas sa force ni son âme, et qui pourrait être un citoyen pleinement grâce à une démocratie dans le travail. Sfilano i carristi come guerrieri antichi, chiusi nelle lucenti corazze dei loro mezzi cincolati. Il faut penser que le fascisme est à la base d'une révolution, la révolution fasciste, qui n'aboutit pas, n'arrive pas jusqu'au bout parce que Mussolini ne veut pas continuer la révolution, mais il s'arrête en devenant Premier ministre avec les rois. C'est dont ses alliés de la première ère l'accusent beaucoup, parce qu'il y en a certains qui veulent continuer la révolution. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, une révolution, comme la Révolution française, prévoit beaucoup de changements. On change les calendriers en Italie, par exemple. On commence à compter les ans en époque fasciste. Donc, 1923, ça sera la première année de l'époque fasciste, etc. Et en fait, les régimes fascistes veulent aussi créer un homme nouveau. L'homme nouveau, c'est l'homme fasciste. C'est un homme viril, c'est un homme qui fait du sport, c'est un homme qui ne se laisse pas tenter par des déviations morales, c'est un homme qui travaille, qui a des enfants, qui est marié d'ailleurs. Il faut penser qu'en Italie est instituée une taxe pour les célibataires, les hommes célibataires, parce que les bons fascistes doivent être mariés pour faire des enfants. Io non credo che l'inquilino del sesto piano sia antifascista. Semmai il fascismo è anti-inquilino del sesto piano. Bien, les homosexuels ne rentrent pas d'aucune manière dans cette image. Donc les homosexuels, ça ne correspondait pas à la figure de l'homme viril. Ils ne sont pas très bien vus, pas du tout bien vus par les fascistes, parce qu'ils sont l'antithèse de tout ce que l'homme fasciste doit être. Inconciliabile con la fisiologia e la psicologia femminile, il genio è soltanto maschio. Lei è d'accordo? Certo che sono d'accordo. Perché? Sono sempre gli uomini che riempiono i libri di storia, no?
Sì, forse anche troppo. Così non c'è più spazio per nessuno. E tanto meno per le donne. La femme fasciste est une mère. Mussolini veut repeupler l'Italie. Il fait une politique démographique assez forte. Il prime, par exemple, les femmes qui ont plus d'enfants avec des vraies cérémonies où les femmes se présentent avec les derniers nés pour montrer qu'elles sont très prolifiques, etc. Et en fait, toute l'éducation des femmes commence à s'organiser autour du fait qu'elles doivent être des mères et les anges de la maison, en fait. On les appelle comme ça en Italie à ce moment-là. Par exemple, par la réforme Gentile de l'éducation, on interdit aux femmes de faire certains types d'études, mais les femmes doivent suivre des cours qui leur facilitent en fait la tâche quand elles sont des mères au foyer. Il y a aussi des programmes de gymnastique, des programmes en fait qui ont pour but le bien-être physique de la femme, parce que la femme doit être forte pour faire beaucoup d'enfants. Il y a plusieurs conventions dans les toutes premières qui concernent les femmes et la question de la reproductivité plutôt. L'interdiction du travail de nuit des femmes et des enfants mineurs, l'interdiction des travaux insalubres pour les apprentis, les jeunes mineurs et les femmes. C'est aussi le congé maternité. Là encore, le contexte joue en cette faveur, puisque après la guerre, il y a quand même beaucoup de pays qui ont connu une perte démographique énorme. Est-ce qu'il s'agit véritablement de protéger les femmes? Toute la question est là. Il s'agit évidemment plutôt de protéger les mères, comme toujours. Mais ça, il n'y a pas que l'OIT qui fait ça. L'ensemble de la législation sociale de soi-disant protection des femmes est en fait très largement une législation sociale de protection des mères. Alors, d'ailleurs, pour ce qui est de l'interdiction du travail de nuit, les femmes, ça, Françoise Thébault a beaucoup travaillé là-dessus dans son très beau livre sur Marguerite Thibert, il montre très bien, mais bon, d'autres l'ont montré aussi, qu'il y avait un certain nombre de groupes de femmes, en particulier une association qui s'appelle Open Door International, qui est centrée essentiellement sur les pays nordiques et qui regroupe des femmes qui sont plutôt des femmes diplômées, qui étaient très hostiles à cette interdiction du travail de nuit parce qu'elle le voyait comme discriminant. C'était pour elle une convention discriminante. Et la représentante de l'État norvégien, qui est une inspectrice du travail féministe, lors du vote de cette convention sur l'interdiction du travail de nuit des femmes, s'élève en disant que il serait plus juste, en fait, de l'interdire pour tout le monde, hommes et femmes, et que sinon on handicape les femmes d'un point de vue salarial, en les empêchant d'avoir les mêmes fonctions et les mêmes salaires donc que les hommes. Donc ce débat-là, il est déjà extrêmement présent. Alors les associations féministes internationalistes qui sont assez puissantes et qui essaient de se saisir de l'OIT pour intervenir sur ce sujet sont un peu mises à l'écart par les dirigeants de l'OIT parce que les associations ne font pas partie du tripartisme. Donc, à ce titre, ils peuvent un peu les mettre à l'écart. Mais en même temps, je me souviens de courriers dans lesquels Albert Thomas dit quand même il faut recevoir ces dames et puis prendre en considération leurs propos. Mais on sent quand même que ce sera avec un peu des pincettes tout de même. Ceci dit, il y a un service spécifique du travail des femmes qui est mis en place assez rapidement au début des années 20 au BIT, qui est dirigé d'abord par une Allemande qui s'appelle Mundt, et puis ensuite par Marguerite Thibert, qui a étudié Françoise Thébault. Et ce service, qui est dirigé par deux féministes, Marguerite Thibert comme Mundt, sont des féministes vraiment avérées, et elles ont mobilisé leur service du BIT pour enquêter sur la réalité du travail féminin et sur les améliorations que l'on devrait y apporter. Et ça a eu quelques effets quand même en termes de législation, de protection, etc. Et pour toute l'entre-deux-guerres, avec la question de l'universalité, de l'égalité est posée.
Et au tout début des années 30, quand il y a ce chômage de masse qui est dû à la crise de 29, je rappelle qu'à ce moment-là, l'Église catholique universelle, avec le pape, fait une encyclique sur retour au foyer pour les femmes. Eh bien, l'OIT résiste fortement à cette pression qui est évoquée à maintes reprises, de régler le chômage par le retour des femmes au foyer. Et par exemple, Marguerite Thibert et le service de la santé au travail, de l'hygiène industrielle, refusent de faire une enquête qui irait dans le sens de retour des femmes au foyer, en expliquant bien pourquoi. Voilà. Donc, d'une certaine façon, l'OIT dans les années 20 et 30, à la fois protège les femmes parce que mères de famille, etc., mais aussi par ce service et par l'aura aussi de ses études, va aussi favoriser une certaine émancipation des femmes par le travail et au travail. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors ça va prendre aussi beaucoup plus d'ampleur dans l'après-guerre, dans l'après-Seconde Guerre mondiale. L'Italie devient un État uni. L'Italie s'est réunifiée en 1861 et elle est une république parlementaire. Il y a beaucoup de lois, des choses, des réformes qui sont adoptées, bien sûr, mais ça reste que les femmes ne votent pas. Il y a bien sûr un mouvement pour le suffrage des femmes en Italie qui s'organise comme il s'organise en France, en Allemagne et dans beaucoup d'autres pays à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Ces militantes féministes sont souvent aussi des socialistes. Donc il y a une intrication entre le socialisme et les mouvements féministes. Le problème est qu'ils n'arrivent pas à obtenir les droits de vote dans l'Italie libérale. Anna Kulishov est une figure très importante du socialisme italien. Elle est d'ailleurs la compagne de Filippo Turati, le chef du Parti socialiste italien. Et à partir de 1908, elle commence à militer assez fortement pour que les femmes aient les droits de vote en Italie. Malgré sa proximité avec le chef du Parti socialiste et malgré qu'elle soit à mon avis, la vraie tête pensante, en fait, derrière les deux. Elle n'arrive pas à faire bouger d'aucune manière la situation. Et en 1912, l'Italie adopte le suffrage universel masculin. Et la question des femmes ne se pose même pas. C'est même pas dit, oui, bon, peut-être dans une prochaine réforme dans 2-3 ans. Turati avait dit quelques années auparavant qu'il était très d'accord pour que les femmes votent, mais que la situation n'était pas encore mûre. Il fallait attendre encore un peu. Donc, l'Italie entre en guerre avec les femmes qui ne votent toujours pas. La manière dont on conçoit le travail féminin dans cette période, fin 19e siècle, début 20e siècle, et encore durant l'entre-deux-guerres, ça s'est forgé par la manière en fait dont ce qu'on appelle les réformateurs sociaux considèrent le travail féminin. Le travail des femmes n'est pas considéré comme étant l'équivalent du travail des hommes, et de ce fait, si vous regardez en fait les législations depuis le 19e siècle, les législations qui vont spécifiquement se porter sur le travail des femmes, souvent d'ailleurs mis en lien avec le travail des enfants, avec des mesures spécifiques qui concernent les femmes. Et donc, ce sont des normes qu'on pourrait qualifier de normes de protection du travail féminin, qui sont, en ce qui concerne les femmes, bien sûr, liées aussi à la question de ce qu'on appelle alors la protection de la maternité. Donc, on est encore dans une période qui est l'héritière complètement de la manière dont on a conçu le travail des femmes, qui est complètement l'héritière du 19e siècle. Les femmes, comme dans beaucoup d'autres pays en guerre, prennent beaucoup d'autonomie pendant la Première Guerre mondiale parce qu'elles doivent s'occuper de toutes les choses dont les hommes au front s'occupaient avant la guerre et ils ne peuvent pas s'occuper. Et sorties de la guerre, de la même manière qu'en France,
Ils n'ont aucune envie de perdre leur poste de travail et de rentrer à la maison et de redevenir que des maîtresses de la maison et des mamans. Ce qui engendre une chose très intéressante, le fait que les femmes soient, une partie des femmes soient très enthousiastes de la révolution fasciste, des fascistes. Parce que ils disent, OK, bon, les socialistes, l'État libéral nous a pas donné le droit de vote. Ces mouvements est révolutionnaire. Je parle du début, 1919, 20, 21 jusqu'à 22, quand le fascisme était un mouvement révolutionnaire. Ce mouvement révolutionnaire, il nous donnera peut-être des avantages, d'autres avantages. On arrivera peut-être à avoir les droits de vote. Pensez qu'il y a 100 femmes qui participent à la marche sur Rome. Donc, il y a un mouvement, je ne dis pas qu'il est massif, mais en fait, il y a un mouvement d'adhésion des femmes au fascisme. Parce que dans la foulée, en fait, de la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale et de la fin de la guerre. Mussolini est invité au 9e congrès international des suffragettes qui a lieu en Italie. Il a lieu en Italie parce que les femmes italiennes, en ce moment, elles sont très actives pour revendiquer leurs droits de vote. Mussolini est invité à ces congrès et en fait, il promet, s'il n'y a pas d'obstacle, il dit, que les femmes obtiendront les droits de vote. Il cherche aussi à rassurer les hommes en disant que cela ne changera pas grand-chose et qu'en fait, il aime beaucoup les suffragettes italiennes parce qu'ils sont très posés et ils font leur campagne sans faire beaucoup de confusion. Il les aime bien. C'est ce qu'il dit. En fait, il y a une communion, à un court moment de l'histoire, une communion entre les mouvements pour les droits de vote des femmes en Italie et les mouvements fascistes. Il y a une loi qui est adoptée en 1924 qui prévoit que les femmes puissent voter aux élections administratives en Italie. Donc en fait, finalement, les mouvements fascistes donnent les droits de vote aux femmes, sauf que quelques mois plus tard, par les lois fascistissimes, les régimes instaurent un système par lequel on ne vote plus aux élections administratives. Donc finalement, les femmes ont les droits de vote, mais personne ne peut voter. Donc finalement, elles ne votent jamais. En Italie, les femmes voteront pour la première fois le 2 juin 1946, donc après la guerre. Est-ce que Mussolini savait, quand il a donné les votes aux administratives aux femmes, pas toutes les femmes, c'était les héroïnes de la patrie, mères ou femmes des soldats morts en guerre, donc il y avait quand même des catégories. Est-ce que Mussolini savait, quand il a donné le droit de vote aux femmes, qu'il aurait interdit les votes quelques mois plus tard? Il y a moyen. On ne sait pas, mais il était déjà dans l'idée des leggi fascistissime et de l'instauration du totalitarisme, donc probablement il le savait. La logique propre au régime nazi va s'appliquer dans tous les domaines, y compris dans celui du travail. Donc avec des gros décalages entre ce qui est déclaré et ce qui est pratiqué. Là, je pense au travail des femmes, qui dans l'idéologie nazie doivent être au foyer, etc., de bonnes mères de famille, et qui dans la réalité sont sollicitées pour travailler comme elles ne l'avaient jamais été en Allemagne, et sont exploitées de longues heures, etc., bien plus que avant le régime nazi. Enfin, il y a deux visions différentes de la femme fasciste. La femme au foyer, éduquée pour être une femme au foyer. Si vous allez voir les magazines de mode féminine de cette époque-là, on voit la mère fasciste représentée, qui est aussi représentée comme une femme aux épaules larges, puissante, aux hanches puissantes, aux gros seins parce qu'elle doit être stable, aux mamans, etc. Mais il y a aussi cette femme moderne qui est maquillée, même si le maquillage n'est pas très bien vu par les fascistes parce que c'est frivole, mais ça rentre dans cette haute vision de la femme, des femmes très fines, des femmes agiles, des femmes qui représentent en fait cette haute vision de la femme nouvelle fasciste. Donc en fait, j'ai comme l'impression qu'ils sont deux poids, deux mesures
pour les femmes populaires et pour les femmes bourgeoises. Il faut pas oublier qu'il y a une équipe de foot féminine en Italie à ce moment-là, dont les hommes se moquent beaucoup. On les trouve aussi dans les magazines de l'époque, les hommes qui se moquent des femmes qui jouent au foot. Mais cela nous démontre qu'il y a des femmes qui jouent au foot. Donc, il y a en fait les deux choses. Mais oui, pour répondre rapidement, l'homme nouveau fasciste est viril. Tant que Mussolini se montre lui aussi en train de faire la moisson du blé à torse nu pour faire voir que lui il travaille et qu'il est viril, la femme fasciste est une mère. Donc, si on veut résumer, c'est ça à quoi on arrive. Les Juifs participent au début du fascisme. Il y a 200 Juifs qui prennent part à la Marcia su Roma. Il y a des Juifs qui occupent des places importantes dans les rangs du fascisme. Un Juif qui participe à la marche sur Rome, c'est un qui cherche à faire adhérer au fascisme beaucoup de Juifs. Et Margherita Sarfatti, la première biographe de Mussolini, elle est sa maîtresse. Elle est juive, une intellectuelle juive, très influente, elle est très riche, elle a un salon à Milan qui attire beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'artistes. Il y a aussi un ministre juif à l'intérieur du gouvernement de Mussolini. Donc, aucun souci par rapport aux juifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les juifs font partie de l'État italien, ils se sentent italiens des confession juive, mais ils font partie de l'État italien comme tout autre citadin italien. Et les Italiens les perçoivent aussi comme des Italiens. Donc, la question juive en Italie, à ce moment-là, elle ne se pose pas trop. Les Juifs ne sont pas beaucoup en Italie, ils sont 50 000. Il y a 39 000 Juifs italiens et 11 000 Juifs étrangers qui se trouvent en Italie au début des années 20. Ils vivent bien. C'est des gens qui sont souvent instruits. Ils vivent dans les villes. Et en fait, ils ne posent pas de problèmes et ils sont pleinement intégrés dans l'État italien, qui est un des États les plus libéraux à ce moment-là par rapport aux Juifs. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de Juifs dans les rangs du premier fascisme. Parce que ils sont des Italiens comme des autres, donc comme on retrouve des Italiens, on retrouve des Juifs, et parce que ils appartiennent notamment à cette bourgeoisie moyenne, rurale, et surtout, pour ce qui concerne les Juifs, citadine. Donc en fait, oui, ça peut étonner quand on connaît l'histoire successive du fascisme, mais c'est une partie de la population comme les autres. Les Juifs font partie du Parti national fasciste, peuvent servir dans l'armée, sont traités comme tout autre Italien à l'intérieur de l'Italie fasciste. Cela continue jusqu'à 1938. Mussolini, dans une longue interview qu'il donne avec un journaliste allemand, il s'est dit pas du tout raciste, c'est une interview des années 20. Cela change dans les années 30, à partir du milieu des années 30, quand l'Italie se rapproche de l'Allemagne nazie. En Allemagne nazie, la politique anti-juive est déjà bien établie. Et les historiens ne savent pas si Mussolini est incité par Hitler à entamer une politique anti-juive aussi en Italie ou s'il le décide avec son grand conseil du fascisme indépendamment de l'Allemagne. Ça, les historiens n'ont pas la réponse. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1938, les lois pour la défense de la race sont adoptées en Italie. Et à partir de ce moment-là, les Juifs sont interdits des fonctions publiques, ils doivent être déscolarisés, ils ne peuvent plus faire partie du parti fasciste, bien entendu. Et donc, ils commencent à être marginalisés à l'intérieur de l'État italien fasciste, jusqu'à en arriver à la déportation vers les camps allemands qui commence en 1943, donc après l'occupation de l'Italie du centre et du nord par les nazis. L'État fasciste organise les jeunesses. Il y a beaucoup de groupes dont les jeunes sont encadrés par rapport aux âges, tant les garçons que les filles. Et en fait, à l'intérieur de cet encadrement obligatoire
pour les jeunes Italiens, les valeurs qui sont proposées sont des valeurs militaires, des valeurs de discipline. Tout le monde a devant les yeux l'image des enfants avec les mousquettes, les petits fusils sur son épaule, qui fait des exercices gymniques militaires avec les autres. Donc en fait, il y a la militarisation, un certain type d'accoutumance à la violence fait partie en fait de la construction de l'État fasciste. Donc finalement, c'est de cette manière que la violence s'inscrit dans l'État fasciste, hein. Et aussi une volonté en fait de l'État à créer cette tolérance. Les fascistes italiens, ils accordaient une très très grande importance à leur présence dans les organisations internationales. Ils ont eux-mêmes créé, en fait, à Rome, il y avait, ce qui est devenu ensuite la FAO, une organisation sur l'agriculture et la forêt, etc., qui se trouvait à Rome. Donc eux, ils étaient très intéressés à utiliser les canaux internationaux pour développer leur propre légitimité et pour avoir une sorte de plateforme à partir de laquelle ils pourraient faire de la propagande pour leur propre organisation sociale et politique. Alors que les nazis, ils ont tout de suite coupé et ils ont tout de suite voulu créer des organisations concurrentes. L'Allemagne nazie et l'Italie fasciste vont rester au sein de l'OIT longtemps pour l'Italie. En revanche, l'Allemagne nazie, en 1933, 2-3 mois après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, quitte l'OIT. Les fascistes italiens, ils n'ont pas fait ça au départ. Ils ont plutôt essayé d'exercer une influence à l'intérieur des organisations existantes. Et donc, effectivement, ils étaient très présents dans l'Organisation internationale du travail, tout à la fois Carozzi donc, sur les accidents du travail et sur l'hygiène au travail, et Micheli sur l'immigration. Donc, il y a des personnalités italiennes qui sont vraiment extrêmement importantes à l'intérieur du fonctionnement du BIT dans les années 20. Mais il n'y a pas que les fascistes et les nazis. Ensuite, il y a la manière dont un certain nombre de régimes à l'est de l'Europe deviennent aussi des régimes autoritaires. En Pologne, etc. Et là, effectivement, les fonctionnaires internationaux, ils n'arrivent plus à vendre en fait leur modèle parce qu'ils n'ont plus de syndicats autonomes, ils n'ont plus de syndicats libres. Et donc, pour eux, en fait, la condition pour l'OIT, la condition quand même du fonctionnement du système OIT, c'est d'avoir la liberté syndicale. S'il n'y a pas de liberté syndicale, il n'y a pas de fonctionnement OIT. Donc, c'est d'une certaine manière la condition même de la possibilité pour l'OIT d'entrer en communication avec un certain nombre de pays. C'est quand même la liberté syndicale, donc une certaine forme de libéralisme et de démocratie. Dans les années 1930, la Société des Nations se trouvera incapable de freiner un certain nombre d'agressions, d'invasions. C'est le cas par exemple de l'invasion de la Mandchourie par le Japon en 1931, de l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie en 1935. Et donc, ce jeu des nations montrera sa faiblesse à mesure que les impérialismes de toute nature vont prendre une force importante dans les années 1920 et dans les années 1930. Monta l'artipiano, guardi il mare, Moretta che sei schiava tra le schiave, vedrai come in un sogno tante nave, e un tricolore sventola per te, faccetta nera, bella vicina, aspetta e spera che già l'ora s'avvicina. Les moments de plus forte adhésion populaire de l'Italie au fascisme, les historiens estiment qu'ils se trouvent autour de l'expédition coloniale, pour plusieurs raisons. Déjà, l'Italie avait quelques bouts de colonies en Afrique, mais elle n'a jamais été une puissance coloniale. Au contraire d'autres pays comme la France, par exemple, l'Angleterre, les possessions coloniales italiennes ne sont pas très étendues et se limitent à quelques parties de la Somalie, de l'Érythrée, un petit bout de l'Éthiopie qu'elle perd en fait, et la Libye, qui aussi, c'est tout après les traités de Versailles, elle perd beaucoup la main en fait sur ces petites possessions qu'elle avait pu conquérir avant la Première Guerre mondiale. Cela d'ailleurs rentre aussi encore dans cette idée de victoire mutilée,
parce que Versailles redimensionne aussi les petits empires coloniaux italiens. Ça ne plaît pas beaucoup aux Italiens. Que les autres puissances aient un grand empire et l'Italie ne l'est pas. C'est pour cette raison que quand Mussolini, en 1935, décide d'aller faire la guerre à l'Éthiopie, et une guerre qui gagne en fait, et donc de fonder un empire italien, et quand en 1936, il met ensemble les possessions italiennes dans celui qu'il appelle l'Afrique orientale italienne, la population italienne est très contente. Donc, c'est les moments où il y a dernièrement des études qui ont été faites sur la popularité du fascisme auprès des Italiens. Et en fait, les historiens concordent quand ils disent que c'est à ce moment-là que le fascisme il est au plus haut de la popularité parmi les Italiens. Pourquoi? Parce qu'en fait, Mussolini fait une propagande très très forte autour de cette expédition coloniale. Et sa propagande se base sur différents points. Un point qui est intéressant, c'est celui que Mussolini se réfère à l'Empire romain. Il dit, nous, on est les descendants directs des Romains. Il faut penser aussi à la place de Rome elle-même dans la propagande et dans l'imaginaire fasciste. Donc, nous, on est les descendants des Romains. Les Romains avaient un énorme empire. Nous, les Italiens fascistes, on doit avoir un grand empire, nous aussi. Donc, il y a cette vulgate de la reconstruction de l'Empire romain qui prend beaucoup d'importance dans la propagande fasciste. Autre chose, l'Italie veut se tailler une place au soleil. C'est une phrase qui circule à l'époque, comme les autres européens. Donc, l'autre point de la propagande fasciste est que aussi les Italiens doivent se doter d'un empire parce que les Français ont un empire, les Anglais ont un empire, et donc pourquoi pas les Italiens. Et ça, c'est quand même une discussion qu'on retrouve aussi avant la guerre, hein. On la retrouve parfois aussi parmi des socialistes qui se demandent lors de l'expédition en Libye, mais pourquoi pas nous, pourquoi on doit être contraire finalement, pourquoi on ne doit pas avoir des colonies nous aussi. Donc il y a ces deux choses-là. Là, la raison de l'Empire romain, c'est aussi une raison raciale de quelque manière, parce que les fascistes disent qu'ils sont les représentants de la civilisation latine et qu'il faut exporter cette civilisation latine. Ce sont des discours qui font écho au discours du début du XXe siècle. C'est la même chose et qui font des échos aussi au discours d'aujourd'hui quand on va exporter la démocratie, mais ça, c'est une autre histoire. Troisième point, Mussolini a mis en place une économie autarchique en Italie. Il veut un État qui soit capable de produire et consommer ce qu'il produit, donc qui soit autarchique. Et la colonie peut aider l'Italie dans ce projet autarchique. Donc, on va cultiver, produire aussi dans un pays colonial. Les nationalistes voient d'un bon œil cette expansion italienne pour l'honneur de l'Italie, pour la reconnaissance internationale. Mais il y a aussi les classes populaires qui pensent qu'avoir notre territoire rattaché à l'Italie peut faire ainsi qu'il y ait des postes de travail dans la colonie, des nouvelles terres. Il y a toujours la promesse des terres. Donc en fait, il n'y a pas que les élites qui sont pour la conquête coloniale, mais aussi les masses populaires. Mussolini est l'inventeur de quelque manière de l'utilisation de la radio comme propagande, de l'utilisation des haut-parleurs dans les places. La propagande fasciste fonctionne. Elle est capillaire, elle est très intrusive. La Société des Nations sanctionne l'Italie pour sa politique agressive par rapport à l'Éthiopie, en Éthiopie. L'Italie a des fortes sanctions à partir tout de suite de 1935 qui sont données par la Société des Nations. Donc, ça aussi rentre dans la propagande méchante Société des Nations qui ne veut pas qu'on élargisse nos frontières. Ce qui fait qu'en 1935, l'État fasciste promue une campagne qui s'appelle la campagne de l'or à la patrie, par laquelle il demande aux sujets, aux citoyens, non, aux sujets, je dirais, aux Italiens, de leur donner leurs bijoux, leur or, pour financer la campagne en Éthiopie et aussi pour faire face aux sanctions de la Société des Nations. Cette campagne est un succès et, anecdote marrant, le 18 décembre 1935, est organisée une journée, qui est une journée où on appelle les Italiens, mais surtout les Italiennes, à aller offrir leur alliance
des mariages à l'État fasciste pour financer la guerre et pour faire face aux sanctions de la Société des Nations. Cette campagne est un succès. Il y a beaucoup de gens qui vont donner leur alliance à l'État fasciste. Donc les gens donnent leur alliance de mariage en or. On redonne une alliance pas dans une ligue qui est pas précieuse. Donc, les mariages sont importants dans l'État fasciste. Donc, les personnes ont quand même leur alliance, mais elle est plus en or. Et un diplôme, un certificat. Tout cela pour dire que l'adhésion est très, très forte. Sfilano i carristi come guerrieri antichi, chiusi nelle lucenti corazze dei loro mezzi cincolati. Il y a deux choses différentes. D'un côté, il y a une certaine tolérance de la part de la population, une tolérance qui est due probablement à la perte du désordre. Quand je dis qu'il y avait eu beaucoup de désordre entre 19 et 21, 22 en Italie, c'est vrai. Les gens probablement cherchent un ordre, une stabilité, un ordre social et finalement tolèrent cette violence fasciste. Ce qui fait que ça donne beaucoup de liberté aux fascistes d'exercer la violence s'il y a tolérance. Les peuples italiens participent de manière active et passive à la violence. À ce moment-là, je parle de la violence fasciste. Je ne suis pas dans la résistance. Après l'Éthiopie, l'Italie gagne. Donc l'Italie a cette colonie. Il y a la guerre d'Espagne. Les fascistes envoient des contingents en Espagne. Le rapprochement avec l'Allemagne nazie ne plaît pas beaucoup à l'opinion publique. Et en fait, l'opinion publique se désagrège autour de l'expédition en Espagne, par exemple. La Seconde Guerre mondiale commence en 1939. L'Italie rentre en 1940. Donc, les Italiens ne sont plus très enthousiastes. Il y a bien sûr des enthousiastes de la guerre, là je parle très en gros, mais on n'arrivera pas à un appui de la population, de l'opinion publique comme lors de l'expédition en Éthiopie. La Seconde Guerre mondiale ne convainc pas beaucoup les Italiens. La violence est très présente dans l'Italie à la fin de la guerre. Il faut penser que l'Italie est divisée en deux parties. Donc, il y a une partie au nord, centre-nord de l'Italie, qui est occupée par l'Allemagne et qui a Mussolini à sa tête, qui est un fantoche entre les mains de l'Allemagne. Ça s'appelle la République sociale italienne. Et ensuite, il y a les royaumes d'Italie, qui existent encore, parce que le roi est toujours là. Le roi sera là jusqu'au référendum du 2 juin 1946. Et les royaumes d'Italie, qui est au sud de l'Italie. Donc, Italie divisée en deux. Les Alliés arrivent par le sud, arrivent par la Sicile et remontent l'Italie. Et justement, pour la France, il y a des troupes coloniales qui remontent l'Italie, qui ont feu vert à ce qui concerne les violences, surtout contre les femmes, par rapport aux femmes et au pillage. En Italie, il y a les mythes des Américains qui sont arrivés avec, ils étaient beaux, ils donnaient des chewing-gums, du chocolat aux enfants, et qui ont libéré l'Italie. Et il y a aussi l'histoire qu'on raconte des troupes beaucoup moins gentilles qui remontaient l'Italie et qui exerçaient de la violence. Il faut penser que la violence est un peu partout à ce moment-là en Italie. Les nazis qui occupent les centres nord de l'Italie ne sont pas du tout sympas par rapport à la population locale. Les Italiens sont des traîtres. Ce sont des alliés qui ont décidé le 8 septembre 1943 d'échanger des camps. Là, je la fais simple. Donc, en fait, les nazis ne se font aucun scrupule de maltraiter les Italiens. Il y a beaucoup de massacres qui ont lieu aussi à Rome, par exemple, les massacres des Fosses Ardeatine. Mais on raconte aussi dans l'histoire orale, l'histoire des familles, il y a toujours des épisodes qui sont racontés comme quoi il y avait l'Allemand méchant qui arrivait, qui a occupé notre maison, on a dû partir. Donc en fait, il y a la violence un peu de tous les côtés. Et en plus que ça, il faut penser que souvent les hiérarques fascistes étaient les voisins d'une famille qu'elle n'avait jamais affiché de l'antifascisme parce que sinon elle n'aurait pas pu vivre tranquillement, mais qui était intrinsèquement antifasciste. Et donc, en fait, il y a aussi cette chose-là que l'Italie, au moment de la libération, se retrouve profondément fracturée entre des gens, des antifascistes et des fascistes qui sont souvent des voisins, dont on sait que les fascistes d'à côté a tabassé son enfant. Donc, il y a aussi toute une violence
qui se développe autour des questions très particulières, de manière extrêmement capillaire, en fait, aussi, encore une fois, et qui, ça va du cas en cas, parce qu'une famille peut décider de faire une représailles personnelle contre les fascistes d'à côté, ou pas. Donc, en fait, c'était un moment où vraiment la chair de l'Italie, la composition de l'Italie est très fortement perfusée par la violence de tous les côtés. Plus on regarde dans le subtil, plus on voit qu'en fait, on retrouve d'autres facettes de cette violence. Encore une fois, ce ne sera pas très facile d'apaiser tout ça après la Seconde Guerre mondiale.